On a passé une période creuse, parce que c'était donc en 1950, et il y avait très peu de travail. Donc c'est là que on a été chercher, parce que bon, c'était 4000, je ne sais pas combien, 4000, 5000 ouvriers pendant la guerre, je ne me rappelle plus. 4800. Ouais, enfin bon, et on est descendu après la guerre à combien? À 1000 peut-être, 1200 peut-être, je ne me rappelle plus. Je sais pas. Donc là, on s'est trouvé donc avec une charge contractuelle, c'est-à-dire militaire, qui était nulle. Les gars, ils en avaient ras-le-bol d'avoir ramassé des bombes sur le coin de la gueule pendant 4 ans. Il ne fallait pas trop parler d'armes à l'époque, quoi. Donc on s'était retrouvé avec des trucs un peu... vous voyez, donc ça n'irait. Ça, on s'est retourné donc sur des fabrications. Ça, c'est un fusil de chasse qu'on a fabriqué donc à la Manu. Il y avait ce marasme de manque de travail. Donc on a fait des brouettes, on a fait des tables, des salles à manger, on a fait des chambres, on a fait des clés à molette, on a fait des mandrins. Le tournant, enfin, en tant qu'évolution technologique, c'est en 1976, parce que ça a été la première machine à commande numérique de contournage. Ça veut dire qu'une machine capable de faire des formes composées de cercles et de droites séquentes, etc. Et voilà, par rapport à ça, j'avais fait des stages chez Forest, puisque la première machine de ce type-là, c'était une machine Forest, donc de la boîte de Figeac, qui peut réaliser ce genre de choses. Et là, c'est assez remarquable aussi parce que il y a un autre état d'esprit qui se crée aussi par rapport à ça. Et j'ai encore les images présentes à l'esprit, où la première fois qu'on a fait fonctionner cette machine de contournage, j'avais fait une programmation relative à une pièce qui s'appelait le tiroir de commande. Bon, c'est une pièce du Canon 3CGF. Bon. Et cette pièce, les différents éléments de programmation que j'avais réalisés s'effectuaient sur une chaîne de fabrication, chaîne qui comprenait à peu près une vingtaine de machines. Donc la première fois où on a mis en musique cet usinage, les gens qui étaient à la chaîne de fabrication, donc ça c'était en 1976, ils ont accouru, et je revois le chef d'équipe qui était éberlué, et la première chose qu'il me dit, mais tu vas virer 20 ouvriers. 20 ouvriers, un ouvrier, une machine en remplace 20. Et c'est tout à fait symptomatique de l'évolution technologique, à savoir, effectivement, machines sophistiquées, mais même si on déplace des compétences, puisqu'il faut quand même des compétences de programmeur, des compétences à la maintenance aussi des machines, parce que ces machines sont complexes, donc elles sont susceptibles de beaucoup de pannes, etc. etc. Et donc je me rappelle aussi les réflexions, mais vous n'y arriverez jamais à faire le tiroir de commande comme on le faisait sur les chaînes, etc. etc. Vous n'y arriverez jamais. Donc il y avait un refus un petit peu au départ, et puis une inquiétude des gens, parce que on va nous virer, qu'est-ce qu'on va faire de nous, etc. etc. La manufacture a acquis, jusque dans les années 90, pratiquement 200 machines de ce type. Et les machines ont beaucoup évolué, parce que des machines classiques, j'évoquais cette première machine de contournage, après ça a été ce qu'on appelle les centres d'usinage, donc c'est des machines un petit peu comme celle-ci, mais équipées de changeurs outils, enfin je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais des outils dans ce qu'on appelle des magasins, avec un robot qui prend les outils, qui les met dans la machine, etc. L'exigence client plus l'évolution des techniques ont fait que a été pensé un projet extrêmement coûteux, oui, mais sophistiqué,
qui est la cellule flexible. Alors je dis tout de suite que le nom, cellule flexible, c'est un outil qui a été étudié informatiquement par une société qui s'appelait la Sodetech, enfin, une société qui est utilisée aussi, où ça a été en partenariat avec des universitaires. Et les machines elles-mêmes, c'était finalement des fraiseuses à commande numérique. C'était rien de, la machine par elle-même n'avait rien de révolutionnaire. C'était la société Sagem de Montluçon qui a fait ces machines. Donc il y a eu un projet qui a intégré les machines. Alors avec les machines, il y a eu les petits trains électriques, là, l'équivalent, donc les chariots filoguidés, on appelle ça, donc les trains électriques pour bien imager la chose, hein. Mais c'était ni plus ni moins que un équivalent beaucoup plus sophistiqué que le petit train, mais c'était des chariots qui amenaient donc les pièces, les outils à la machine. Donc tout ça, ça a conduit à une automatisation extrêmement sophistiquée qui fait que là, tout se passait automatiquement. L'informatique gérant absolument la totalité. Bon, en situation stabilisée, 4-5 opérateurs suffisaient parce qu'il faut quand même monter les pièces sur les supports pièces, il faut quand même préparer les outillages qui vont usiner les pièces, etc. Alors ça, c'était le top, le summum. Les premières machines ont été livrées, mises au point en 83-84 pour arriver à une solution stabilisée en 87. Ça a été toujours considéré comme la vitrine effectivement de la manufacture, parce qu'à cette époque-là, on avait les visites des délégations françaises, des corps d'armée, etc., mais des délégations étrangères aussi, parce que cet outil tel que n'était pas connu à ce niveau-là d'automatisation. D'ailleurs, le système était tel que informatiquement, il était capable de conduire 18 machines. Alors on s'était amusé entre guillemets à faire les calculs que si on avait effectivement réalisé un atelier avec 18 machines, travaillant en 3-8, ben, on pouvait fermer la moitié de la manufacture. J'étais responsable de l'antenne Sofred, qui était une filiale de Giat Industries, dont le rôle était de participer à la réindustrialisation, entre guillemets, du bassin d'emploi qui était concerné par le plan social. Donc le but de la Sofred, c'est une société anonyme au capital de 50 millions d'euros à l'époque. C'était une société de conversion industrielle. Donc le but, c'était de favoriser sur le lieu où il y avait le plan social, dont Tulle pour nous, en ce qui nous concerne, mais c'était vrai dans d'autres lieux, à Rouen, à Tarbes, au Mans, enfin à Rennes, il y en avait partout, des Sofred. Et le but, c'était donc de favoriser la réindustrialisation, donc soutenir toutes les entreprises qui pouvaient s'implanter dans le bassin d'emploi ou se développer. Donc, je travaillais, j'avais qu'une secrétaire avec moi, j'étais plus avec 50 personnes autour de moi. Donc, le but, c'était, je viens de le dire, et je travaillais énormément avec la Chambre de commerce, avec la DATAR pour les projets qui pouvaient s'implanter dans les lieux géographiques touchés par le plan social de Giat. Je travaillais avec la préfecture, bien évidemment. Donc le but, c'était d'essayer d'implanter des nouvelles entreprises et de soutenir financièrement ces entreprises. Donc effectivement, vous l'avez compris, la Sofred était dotée d'un capital de 50 millions d'euros à l'époque, donc on avait un chéquier. Voilà, on avait un chéquier, mais ce n'était pas des chèques gratuits. En général, c'était fait sous forme de prêts à taux très réduits. À l'époque, on devait être à 1 ou 1,5%, quoi. Alors que dans les banques, on était à 5 ou 6%, quoi.
Donc on aidait les entreprises à s'installer. La contrepartie, c'est qu'ils créent des emplois. Et en priorité, reclasser nos personnels sur ces emplois-là. Sauf que ça n'a jamais marché. On a aidé des entreprises à se créer, mais on n'a jamais trouvé de personnel qui voulait quitter leur statut pour aller travailler dans une entreprise privée. La difficulté a été là, c'est le statut. Le statut des ouvriers qui les bloquait parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur statut. Donc ils préféraient partir à la Courtine, partir à Limoges ou ailleurs, pour s'ils étaient plus utilisés à la Manu, mais ils ne voulaient pas perdre leur statut. Et alors en 1995, eh bien, la manufacture fonctionnait assez bien. Déjà à l'époque, quand même, il y avait eu une scission. La Manufacture nationale d'armes s'est scindée. Il y a eu une partie appelée Giat Vecteur, dont le patron était donc Michel Roumieux, et parallèlement à cela était créée une entité qui s'appelait JTEC. JTEC comme Giat Technologie. L'objectif de JTEC, c'était de prendre des parts de marché ailleurs que dans l'armement, en fait, de trouver des parts de marché. Voilà. Ça a fonctionné, mais ils étaient essentiellement sous-traitants de l'armement, peut-être à 70% quand même. Et eux aussi, on les a évalués, mais de type 2, puisqu'ils ne maîtrisaient pas les études. Le patron de JTEC, c'était l'ingénieur militaire Druyol, Élie Druyol. Élie Druyol, oui, c'est ça. Et là, ça a fonctionné quelques années, mais on sentait quand même un petit déclin peut-être dans les activités. Et ce déclin s'est accentué fin des années 90 peut-être, par là. On a commencé à voir quand même une régression de l'activité, et puis ça marchait quand même un peu moins bien. Le climat social commençait un petit peu à être délicat. Donc je suis rentré en 91 du temps donc où le GIAT voulait se diversifier. Donc l'objectif du GIAT, c'était diversifier les moyens et les hommes vers des métiers autres que l'armement. C'était mon premier job, donc sorti d'école récemment de l'armée, puisqu'à l'époque on faisait encore l'armée. Je suis sorti de l'armée en 91 et un mois après je rentrais donc au GIAT à Tulle. Donc je suis arrivé au GIAT à Tulle pour créer le bureau d'études diversification justement. De formation ingénieur en mécanique. Donc le GIAT souhaitait, donc dans tous les sites du GIAT, créer une section diversification, et c'est là où ils ont créé la branche JTEC, donc qui était GIAT Technologie. Donc je suis arrivé pour monter un bureau d'études diversification, donc trouver des métiers autres que l'armement pour utiliser les hommes et les moyens de la Manu qu'on appelait la Manu encore à l'époque. Donc j'ai un gros travail au début pour trouver les hommes et trouver les métiers vers quoi on allait aller. Donc recruter les hommes en interne bien sûr, choisir les gens qu'on allait pouvoir diriger vers de l'étude, donc autre que l'armement, donc avec les commerciaux, avec les gens en interne. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Nous on n'était pas du moule, donc déjà on n'était pas fonctionnaire, déjà on était donc embauchés, donc on était les civils, et c'est vrai que c'est pas simple quand on est jeune, qu'on n'est pas du sérail, de commander des gens qui ont 35 ans d'expérience et qui sont un peu militaires dans l'âme. C'est vrai que les premiers entretiens individuels, ça a été un petit peu costaud. Allez, il y en avait qui ne pouvaient pas me parler. Non, ils ne parlent, parce que c'était assez hiérarchisé, donc il y avait les ouvriers, il y avait les techniciens, et ils ne pouvaient rendre compte qu'à des ingénieurs de l'armement.
Moi j'étais ingénieur, mais pas de l'armement. Donc au début, il y en a un notamment, il ne voulait pas. Non, il ne voulait pas l'entretien avec moi. Parce que j'étais pas de l'armement. Donc il a fallu qu'on lui explique que non, le GIAT c'était plus comme ça. Et qu'il y avait des civils qui pouvaient manager des fonctionnaires. Que c'était complètement indépendant. Donc avec le principe des notations et compagnie, là c'était quelque chose. Hein. Comme dans le fonctionnariat, effectivement. Tous les ans, il fallait des notes, il fallait faire évoluer les gens. S'ils ne prenaient pas leurs 0,25 par an, il fallait faire un rapport. Pourquoi ils ne progressaient pas, ainsi de suite. Donc il a fallu, j'étais confronté à tout ça. Avec la difficulté, c'est qu'on était tout neuf, donc il fallait prouver qu'on était capable de le faire. Et avec la difficulté dans le contexte, c'est que chaque établissement était un peu concurrent. Hein. Chaque établissement ne comprenait pas pourquoi on allait rénover les machines de Bourges ou de Roanne et pourquoi ce n'était pas les gens de Bourges ou de Roanne qui réparaient eux-mêmes leurs machines. Parce qu'ils avaient les compétences aussi. Mais donc dans la création JTEC, la filiale de GIAT sur la diversification, bon, ils avaient décidé qui ferait quoi dans les différents... et catégorisé par rapport aux dimensions des sites. Donc on avait été retenu pour faire la diversification sur la machine-outil. On s'est proposé de fabriquer donc, des moules d'injection plastique. Donc c'est comme ça qu'on a arrivé à fabriquer des moules d'injection plastique pour le site de Tulle, parce qu'on avait les moyens, parce qu'on avait les machines adaptées, et on avait le bureau d'études qui était volontaire donc, pour le faire. Donc on s'est équipé de CAO, à l'époque ça débutait, on est en 91, hein, donc CAO 3D, c'était la première CAO 3D qui est arrivée à Tulle pour faire les moules d'injection plastique. Donc là, un nouveau métier, donc des formations pour ceux qui ne connaissaient pas, et travailler pour l'extérieur. Donc on a commencé à faire des moules d'injection pour les luminaires, pour Philips, par exemple, donc des caches néons, et arriver à un gros projet qui a été le chariot de supermarché plastique. Donc on a été les novateurs en France sur le chariot de supermarché. Ça existait un peu aux États-Unis, mais fait de façon très américaine, très mouse costaud. Donc on a été les pionniers en France à fabriquer et à concevoir les moules pour le chariot plastique. Je me souviens quand on a sorti donc, le premier prototype du chariot plastique, à l'époque, Caddy du jour au lendemain, donc la marque Caddy, a baissé, alors c'était en francs à l'époque, du jour au lendemain a baissé son chariot métallique de 100 francs. À un moment donné, 96, les politiques ont décidé de recentrer le GIAT sur ses métiers de base. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on bousculait un petit peu le monde privé, on bousculait tous les gens, les gros faiseurs de la mécanique, et ça ne plaisait pas à tout le monde. C'est vrai que nous, on arrivait avec le GIAT avec 10 000 personnes. Donc si tout le GIAT se mettait à faire de la mécanique, on tuait tous les sous-traitants de mécanique. Donc ça n'a pas plu à tout le monde. Et donc il y a eu des pressions et les politiques ont dit on arrête la diversification et le GIAT se recentre sur ses métiers de base. Donc plan social, arrêt de JTEC, plan social et départ en pré-retraite à 52 ans pour tout le GIAT. Donc là il y a une grosse 96, grosse masse de départ effectivement où on est descendu à Tulle, qui était un site protégé politiquement en 96, mais tous les autres sites ont eu beaucoup de départs en retraite. Alors toi qui as été recruté justement pour travailler sur cette diversification et de voir que ça avançait, oui. Ben, dans quel état d'esprit tu étais? En plus c'est ton premier job. Tout à fait. Et donc moi j'étais, alors bon, je ne suis pas anti militaire, mais bon j'étais pas pro et j'étais pas rentré pour faire du militaire. Donc moi j'étais pas fait, je ne me voyais pas travailler dans l'armement, donc ils m'auraient reclassé, du moins on aurait trouvé des solutions. Sauf que moi j'étais rentré pour faire de la diversification et que je trouvais ça intéressant, donc de l'étude. Quand j'ai vu comme ça allait tourner,
Et effectivement, j'ai trouvé une solution. Et je suis parti parce que je ne voulais pas rentrer dans le moule de l'armement. En principe, dans la manufacture, quand quelqu'un nous amenait du boulot, parce que c'est arrivé aussi, c'était qu'il n'arrivait pas à le fabriquer ailleurs. On faisait beaucoup de pièces pour les tracteurs Renault, j'ai fait des pièces pour le tracteur Renault. On faisait des pièces pour Limoges, mais je ne sais pas pourquoi c'était, parce que Valeo, oui, avec des distributeurs, avec des trous partout. Et des trous qui se coupaient, d'autres qui ne se coupaient pas, il y en avait partout. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait... Les arbres, ce n'est pas, c'était où? Non. Non, c'était le reste. On a fait ça, on a fait des moules pour faire les lampadaires là, en plastique. On a essayé de faire quelque chose pour les voitures à l'hydrogène, le gaz, pour des bouteilles de gaz pour les voitures. Je ne me rappelle plus, il y avait un tas de pièces. Et on faisait beaucoup de remises de prix. J'ai fait un tas de remises de prix jusqu'au jour où j'ai dit à mon chef, les remises de prix là, vous avez des résultats là, mais je vois qu'il ne vient pas souvent de travail là. Il faudrait peut-être se renseigner, voir qu'est-ce qu'on fait là, parce que moi, c'est bien beau de faire des remises de prix, mais si il ne revient rien, c'est pas la peine. Hein. Alors il me dit, je vais me renseigner. Alors un jour, il nous a dit, oui, je me suis renseigné, mais pour la pièce que vous aviez fait là, eh bien, ils ont trouvé quelqu'un qui faisait la pièce au prix que moi j'avais marqué la maquette. Le prix de la maquette. Mais moi j'ai dit, le prix de la maquette, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai donné ça au bureau, et ils ont envoyé ça au fondeur ou je sais pas où, et c'est revenu. Moi j'y peux rien. Hein. Il m'a dit, oui, c'est bien vrai. Voilà, ça s'est terminé. Alors on a continué à faire des remises de prix, puis on a bien vu que ça ne pouvait pas marcher parce qu'il ne revenait pas grand-chose. Les moules à bouteilles, les moules pour faire les bouteilles des eaux minérales, là, ça a été encore un fiasco complet là, parce que c'était PMB à Brive qui devait faire les moules. Et ils n'arrivaient pas à sortir les moules. Alors donc PMB à Brive nous a appelés pour prendre le moule, parce que c'était deux parties. Alors il y avait le dessous, le dessus, je ne sais pas comment ça allait. Et on a été chercher les plans pour faire les appareils, pour mouler ces pièces. Et on a fait, je ne sais pas combien de moules. Et puis un beau jour, on nous a dit, on nous a enlevés parce qu'il y a eu une diversion avec... Ça met en colère quand même, ouais, ça doit mettre un peu en colère. Parce mais que non, là, mais c'est autre chose. C'était PMB qui nous avait donné le travail, mais la manufacture, il y a eu des divergences et ils voulaient essayer de prendre le marché. La manufacture? Oui. Pour faire les pièces, parce qu'on avait, à l'époque, on avait JTEC qui cherchait du boulot. Et donc c'est la divergence entre les chercheurs de travail de la Manu et les patrons qui n'ont pas voulu. PMB a gardé, parce qu'il avait déjà nos appareils, et il a tout repris, et il ne nous a pas payé la fabrication qu'on devait faire. Et voilà comment ça s'est passé. Les robinets à Brie, moi, c'est moi qui le gérais, ça, j'ai géré ça pendant bien 2 ans. Hein. Pendant 2 ans. Mais c'était des robinets, ils appelaient ça des robinets cryogéniques, donc ils transportaient du fluide froid. Et quand on dit froid, c'est froid. Hein. Si c'est de l'azote liquide, il ne faut pas y mettre les doigts dedans, c'est pas chaud. Hein. C'était des vannes, mais des vannes industrielles, c'était pas des... C'était pour transporter des liquides, des fluides froids. Alors ça allait de... Combien c'était 17 pouces, combien ça fait 17 pouces 10 fois 25, oui, même pas, il devait y avoir des 12 ou 13 pouces, autrement dit en gros 150 mm de diamètre jusqu'à plus d'1 mètre. Et c'était de l'acier inoxydable. Donc l'acier inoxydable, très difficile à usiner. C'est un métal qui n'est pas très dur, ça colle aux outils, ça casse le merdier. C'était plein de taraudage, de trous filetés pour recevoir des vis.
Et bon, et là c'est pareil, on a arrêté d'en faire quand on n'a plus pratiquement usiné, parce que pareil, ils nous amenaient un ébauché et on leur rendait des pièces finies. Et ils prenaient ça, ils montaient. C'était complexe là déjà. Ouais. Il fallait pas qu'il y ait de soufflure, des essais pour voir si une fois usiné, s'il n'y avait pas de porosité dans le métal. Il y avait des essais de reçuage, c'était je ne me rappelle pas de son nom qui faisait ça. Un gars, c'était nickel, oh là, c'était fait. Et là, c'est pareil, les délais, oh là là, c'était rude. Hein. Mais techniquement, c'était costaud quand même. Hein. Il y avait eu une petite révolution quand même, c'est-à-dire que la manufacture avait été scindée, on va dire, en deux parties, avec la création de JTEC. Le grand chantier, ça a été la réalisation, donc l'installation, la création d'un atelier de moulage, d'un atelier moule, pour faire les fameux chariots de supermarché plastique, tout plastique. Donc ça a été le grand chantier JTEC, le premier gros chantier JTEC, entre autres choses, mais après, l'apparition de JTEC a contribué aussi à aller récupérer du travail d'usinage qui était déjà sur le secteur, où il y avait déjà des entreprises, des petites PME sur le secteur. Donc ça venait presque en concurrence des gens qui étaient déjà installés, ce qui était, enfin bon, c'était pas forcément une bonne chose. Et puis les chariots, donc ça c'était plutôt une bonne idée, c'était un grand commercial qui était arrivé du siège en disant voilà, là il y a un créneau, c'est immanquable, on va faire fortune. Je parle tout à fait librement, après vous, je pense que vous pouvez. Et sauf que la culture de l'usinage faisait qu'on avait des gens qui travaillaient avec des tolérances très très faibles. Pour réaliser les pièces d'usinage en armement, il fallait que ce soit parfaitement ajusté. Et on a réalisé les premiers moules avec cette culture-là. Ce qui veut dire que, au départ, le moule, quand il chauffe, bouge. Enfin, la matière, elle bouge. Donc, il y a eu quelques soucis au démarrage par rapport à ça. Ça a été une expérience extraordinaire. Voilà. C'est vrai que c'était des moules gigantesques. Il y a plus gros, hein, mais il faisait 8 tonnes. Hein. Le moule de flanc des chariots, il faisait 8 tonnes. Et il fallait le tourner, quand il fallait le tourner, il faut le tourner en l'air et avec des chaînes, avec des palans. Là, c'est quelque chose. Hein. Là, c'est un savoir. Là. Sinon, mon bon... Pour l'ensemble du chariot, ça faisait combien de moules? 9 moules, il y avait. 9 moules. 9. Il y avait 2 pour les côtés. Après, tu en avais un pour 2, 3 pour le siège bébé, pour le volet avant, la poignée, le compartiment surgelé et tout le dessous. Tout le dessous là, ouais. Voilà. Plus les roues. Mais les roues, on en avait fait, mais c'était pas tout à fait au point. Et puis après, bon, je vous raconterai ça après. C'est passé une histoire. Alors, les chariots, on a beaucoup travaillé. Là. Et alors, les moules de flanc, c'est Tarbes qui les avait fait. Là, c'était immense comme boulot. Je ne sais pas si vous voyez le chantier. Polir, c'était des grilles. Après, c'est comme des grilles. Comme ce, de toute façon, c'est un peu les mêmes qu'il y a actuellement. Hein. Je pense que ils ont fait un copier. Comme ceux de copier. Ah oui. Ils ont fait un copier. Et alors, pour polir tout ça et tout là, c'était pas mal. Alors, pour polir tout ça, il fallait... Bon, on avait une petite machine, on avait des petites machines pneumatiques, mais finition à la main. En fait, quand il en a été fait, combien ces chariots? Environ 8000. Ah oui, quand même. 8000? Oui, on a équipé toute la zone ouest, les Super U, Hyper U et Super U, en chariot de GIAT.
Ah, c'est la première fois qu'on entend ça. Hein. Ah ben oui, Ouais. mais voilà. Ouais. Et non, mais volontairement je pose la question parce que c'est vrai que les discours sont différents. Voilà. Ah oui. Et alors, Des choses qui. ah non, mais là, moi c'est Ou sûr, ça hein, n'a ce que pas je vous dis. abouti, Ce que je ou- vous dis, c'est Ouais. sûr. Ah, oui. Puisque moi, j'ai fait le service après-vente Ouais. dans les grandes surfaces. En plus. Ah ouais. Et ça, c'est Ah oui? entre 92, 13, 14 à peu près. Ouais, 15. C'est incroyable. Ouais. 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 Et alors, parce qu'on avait, comme on était des mécaniciens, on n'était pas des fabricants de plastique, comme je dis. Alors c'est vrai qu'on avait des systèmes, on avait assemblé les pièces des chariots avec un système, et suivant comment ils étaient traités ou maltraités dans les grandes surfaces, ça arrivait à bouger un peu. Alors il a fallu faire quelques retouches. Alors le soir hein, jusqu'à minuit, hein, parce qu'ils voulaient que te voir quand c'était fermé. Hein. Ils voulaient, les gars. Là. Alors nous, on travaillait. Moi, je ne sais pas si je peux le dire, mais je ne sais pas, il ne faudrait pas que ça. Parce que l'hydroliol, je l'avais fait souffrir. Hein. Il avait souffert. Hein. J'ai gardé mes agendas. J'ai eu fait, alors ceux qui disent qu'à la manufacture on n'en foutait rien, j'ai la preuve sur mes agendas, 103 heures par semaine. Ouais, ça... Mais c'était ça. Sinon, parce que quand je suis arrivé à Aigrefeuille là-bas, je crois que c'était un lundi matin, ils m'ont dit, bon, à partir de 11h, on prend vos moules, et samedi, 16h, ils sont dehors. Hein. Alors, vous vous débrouillez. Hein. Nous, on a 3 machines à injection qui vont essayer vos moules. Hein. Vous avez toute la semaine. Samedi 16h, c'est quelqu'un plus. Et bien sûr, on était mandaté aussi pour construire mon monnayeur. Alors, monnayeur, c'est-à-dire ce qui assemble les chariots entre eux avec les chaînettes. Alors, comment on fait putain, monnayeur. Bon, ben, un jour, on s'est débrouillé, on a récupéré un monnayeur. On est allé par là-bas, tout ça va bien. On a récupéré un monnayeur, on l'a désossé. Putain, quand on l'a eu démonté, on a dit, mais ils sont pas bien les mecs là. Il dit, c'est un truc, c'est pas bon leur truc là. C'est pas des mécanos. Alors, le Gérard Vautry, tu le connais bien, il m'a téléphoné encore un jour. Il me dit, Henri, t'es pas d'accord avec moi, t'as bien fait un peu de bois toi. Je me suis dit, j'en ai bien fait mon aise, oui. Et moi aussi, il me dit, eh ben tu sais pas, pour faire un monnayeur, il faut qu'on fasse le système du lève-bille. Machin là, plus tu lèves, plus ça tire, plus ça serre. Oui. Hein? Alors, oula, mais je dis, t'as une bonne idée là. Et il va à la PAO là-bas. Tu veux m'arrêter déjà. Oui. Mais 2 heures après, il revient. Il me dit, c'est bon, allez. Alors, il a dimensionné et tout. Alors, il me dit, comment on fait? Ben, on fait, il n'y a qu'à faire les pièces en carton. Alors, on a fait les pièces en carton. Hein? Alors, moi, j'ai taillé les pièces comme il faut, là. Sur mon établi, j'ai planté des pointes avec des entraxes le mieux possible, tu vois. Sur mon établi, on a mis les pièces en carton. Et puis, avec la clé, tout en carton. Et on a fait les essais comme ça. Ça marchait, mon pauvre. Tu mettais la pièce, paf, ça s'ouvrait. En carton, hein. Eh ben, alors Gérard dit, bon. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire comme pièce, toi? Ben, il me dit, moi, je peux te faire celle-là, celle-là, celle-là. Mais après, il dit, tu as vu, c'était des trucs là un peu comme, avec des formes un peu spéciales. Il faut que tu fasses un programme, il faut te faire en CN. Mais je vais trouver le mec. Et je pense qu'il a fait faire en CN. Hein. C'était au noir, là, carrément, là. Beaucoup couvert. Et un samedi matin, on s'est installé à l'hydraulique là-haut, et on a fini d'ajuster tout ça, et puis on a fait un boîtier en alu, parce que normalement ça se montait dans un boîtier en plastique. Ouais. Et on a fait un boîtier en alu, comme une poignée. On a monté le monnayeur, on a dit on va l'essayer. Alors il fallait qu'il tienne 350 kg. C'était la garantie de ceux qui étaient dans le commerce. Alors nous, tu sais, à l'hydraulique, on avait pour faire des essais, on avait des berlingots en plomb pour charger des. Alors on a monté un système sur un palan avec un grand panier dessous, sous le monnayeur. Hein. On a attaché le monnayeur après le palan et on a mis un grand panier dessous. Et avec ce grand panier, on mettait les masses en plomb. Et vas-y,
puis 20 kg, 40 kg, 300 kg, 350 kg, 400 kg, le monnayeur est bon, je sais pas. Hein. Oui, On est monté à 750 kg. On voyait ça a commencé à le travailler. Quoi. Mais il est bon, notre monnayeur. Et puis, on a mis ça, il a mis ça sur informatique et tout. Puis on a dit, bon, ben, il va falloir qu'on commence à construire les moules, tout ça. Parce qu'on, d'ailleurs, on essayait de le faire, nous, tu vois, pour le vendre. Et en plus, il s'est intégré dans la poignée, tu ne le voyais même pas, parce que ceux que tu as maintenant, ils sont comme ça, là. Ah non, non, nous, il était tout petit, il s'est intégré dans la poignée. Et puis, un jour, moi, je vais à Tarbes, et puis il y avait M. Chiquet, notre PDG, et il y avait le PDG de Plasticomnium. Plasticomnium. Ah oui, celui qui fabrique, qui est le spécialiste du plastique, quoi, au niveau mondial. Et moi, j'étais là, je travaillais sur moi. Alors, il était à côté de moi, Et j'ai eu une discussion, je peux te dire que c'était hard. Plastique, il ne voulait pas lâcher là. Alors bon, ben, j'en dirai pas plus. Mais 2 mois après, je ne sais plus qui c'est qui vient là, il dit bon ben les moules des chariots, ils sont vendus, il faut que vous les emmeniez. Il y a une semi qui va venir les chercher. Ah bon. Eh bien, ils ont emmené les moules des chariots, mais pas les moules les plantes du monnayeur. Ouais. Les plantes du monnayeur, ils ont disparu. Tant pis pour eux. Ah oui, parce que on s'est bien gardé de Et alors ces fameux chariots, là, disons que moi, on avait, puisque c'était prévu pour l'enregistrement aux caisses, sans caissière. Ça avait été étudié au départ. Alors il fallait que ce soit tout plastique. Alors on avait étudié des roues en plastique, complètement en plastique, roulement en plastique, tout. Et pour mon départ en retraite, alors on avait construit un chariot, c'était tout plastique, plus d'un même. Il y avait quelques soucis quand même avec les roues. Ouais, les billes de roulement, elles étaient sphériques. Oh ouais, mais en plastique, en téflon. Mais j'aurais vu que... Et vous les avez usinées les billes? Ouais, ouais. Moi j'en ai encore, je dois avoir un ou deux roulements encore, chez moi. Ah, c'est quelque chose. Et alors, bien sûr, quand je suis parti en retraite, ils m'ont offert le premier chariot avec les ronds de plastique. Je l'ai chez moi. On avait fait une machine, je crois que ça fonctionne. C'était un industriel d'Avignon qui était venu avec notre président actuel encore, M. Hollande. Et il était venu, il nous a dit voilà. Alors là c'est pareil, il y avait Gérard Gautry, Pierre Genex, tout ça, et il nous a dit voilà, plus moi. Moi il me faudrait une machine comme ça. Il faudrait que ça ne soit pas plus grand qu'une machine à laver. Alors il fallait que ce soit une machine pour détruire les seringues dans les bateaux. Voilà. Mais en même temps qu'il n'y ait pas de contamination possible ni rien. Vous en avez entendu parler de ça? Non. Jamais? Du tout, non. Ah, ouais. Si détruire les seringues. Ouais, une machine à sais plus, détruire. moi. Il me semble en avoir entendu parler de ça, mais bien entendu parler de... Et alors, bon, mais il fallait que ça rentre dans un corps de cuisine, quoi. Ouais. Vous voyez, comme une machine à laver, comme une gazinière. Alors, c'est bien Gérard Gautry. Moi, qu'il ne pas au compliqué que le fait, il dit Gérard, tu veux me parler, pas toi. Alors, on s'est réunis un peu là. Alors il fallait que tout ça, ça consiste à avoir une presse hydraulique, c'est-à-dire fallait un groupe hydraulique, fallait un groupe de chauffe, puisque pour rendre les seringues en plastique malléables et compressibles, il fallait un groupe de chauffe. Il fallait aussi après, pour démouler, un groupe de refroidissement. Sinon, il fallait attendre 3 jours avant de sortir le plastique qui a été fondu. Parce que voilà, alors ce système-là, donc on a dit, ben ouais, alors on a pensé à un groupe hydraulique, bon, c'est toujours... Alors c'était une chemise avec un piston, un verre en dessous, un petit groupe hydraulique. À côté, un petit groupe, on a acheté un frigo, je ne sais plus où là-bas. On a gardé que le système de froid. On a fait un serpentin, on l'a mis autour
de la chemise, hein, et pour refroidir. Et le plus compliqué, c'est le couvercle, parce que c'est lui qui envoyait toutes les informations pour la chauffe, pour tout, pour l'ouverture. Alors le couvercle, il a coûté un peu cher. Il avait fait un commande numérique en fraisage. Alors ce qui fait que cette machine, pour finir, ça fonctionnait comme ça. L'infirmière, le toubib qui voulait jeter la seringue, alors il y avait un trou à un endroit, il mettait la seringue dedans, par comment dirais-je, ouais, c'est électrique. L'aiguille était détruite, elle était fondue, ouais, c'est électrique là. Pas, ouais. Comme un coup d'arc, quoi, pareil. Oui. Ça fondait l'aiguille, complètement, tout ce qui était acier, ou inox. Une fois que l'aiguille était fondue, mais il n'y avait aucun risque pour la personne qui la tenait. Hein. Elle appuyait sur un bouton, au pied, je crois, sur une pédale, le couvercle s'ouvrait, elle jetait sa seringue à l'intérieur de la machine, le couvercle se refermait. Puis quand la partie pour mettre les seringues était pleine, il y avait un moyen qui s'allumait. Et à ce moment-là, il fallait donner l'ordre à la machine de commencer de travailler. Alors la machine montait en chauffe, tout ça chauffait à 200 et quelques degrés, c'est-à-dire que le plastique devenait très très malléable et décontaminé pour les microbes et tout. Et à ce moment-là, quand la température était atteinte, le groupe hydraulique se mettait en marche, ça compressait les seringues, qui étaient à ce moment-là très malléables. Une fois que la compression était arrivée enfin à la pression voulue, paf, il s'arrêtait. Et là, tout le système de refroidissement du frigo se mettait en fonctionnement pour refroidir tout ça. Et au bout de 2 heures, eh ben, il y avait un moyen qui s'allumait. On pouvait ouvrir le couvercle et on attrapait là une galette qui était qu'on mettait à la poubelle, de seringues compressées. Voilà. Et ça marche. Alors l'industriel il a emmené cette machine, c'était un proto quoi, mais ça fonctionnait. Il a emmené la bécane et puis après il a dû lancer une fabrication, il a dû en vendre, surtout dans la marine, surtout beaucoup quoi, même dans les hôpitaux. On a fait beaucoup d'études, parce que moi, il faut le dire, hein, on avait, comment dirais-je, un savoir-faire, mais moi, en ayant fait les autres entreprises à l'extérieur, je m'en suis vraiment rendu compte. Là, il n'y a pas photo, hein. On avait un savoir-faire. Moi, au départ, j'étais un peu timide quand j'allais dans les autres entreprises. Mais alors, je l'étais plus, hein, parce que franchement, tu sais qu'on était vraiment au-dessus. Hein. Et ah oui, il y a un truc que j'ai fait, ça m'avait... j'étais très honoré de le faire. C'est 17 pièces. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. 17 corps. C'était des corps de réacteurs, ça s'appelait. Et ces 17 corps, c'était les Suisses qu'on avait récupérés avec JTEC, un marché chez les Suisses, de corps de réacteurs. Et c'est les réacteurs qui sont montés actuellement sur la station internationale. C'est pour ça que... Hein, et c'est Ratoni de l'ACO qui les avait rectifiés. Et je peux te dire qu'il arrivait à 6 h du matin pour pouvoir commencer sur sa rectif à 10 h, 9h30, 10 h. Température, il fallait que tout y soit. C'était vachement précis. Ouais. Et des fois, il en parle, on se retrouve des fois. Et là, j'avais fait, il n'y avait aucun traitement de surface à faire. C'était une espèce d'alliage, genre inox. Et alors, là, c'était très hard parce qu'il y avait du câblage qui passait là-dedans. Ça ressemblait à un alternateur. Ouais, c'est guère plus gros. Un alternateur de voiture. À peu près comme ça. C'est à peu près. Alors, il y avait le milieu et le bout. Alors, sur le corps, il y avait des câblages. Alors, il passait des câblages. Alors, à l'intérieur, il y avait, comme c'était 3 lumières. Ouais, 3 lumières. Qui étaient impossibles à hygiéner à la machine. C'est à l'intérieur. Donc, il fallait faire des rayons de 1,5 à la main. 1 mm 5 sur une lumière qui est à peu près grande comme ça. Et tu ne voyais rien du tout. Alors, on a cassé un miroir, on a fait un montage de miroir pour que je puisse voir à l'intérieur. Ouais. Et alors, j'ai mes limes, les limes c'est pareil, ils me les ont donné quand je suis parti à la retraite,
Je les ai chez moi, mes limes. Alors c'était des limes qui coûtaient à l'époque cher, mais tordus dans tous les sens. Ouais. Et je faisais mes rayons avec les miroirs. Mais il fallait faire la gymnastique dans l'espace, je peux te dire, parce que là, c'est pas évident. Mais on y est arrivé et les Suisses sont venus. Et j'ai eu une proposition d'embauche en Suisse. Ouais. Ah, ils voulaient que j'aille bosser là-bas. Je n'ai pas parlé à ma femme. Bon, je dis pas le reste. Tu sais, j'ai oublié quelque chose. Les deux grands télescopes Alors, les sont en Colombie. VLT, alors, VLT. on va poser la question. Ouais. Effectivement, toi, si tu avais Ah ouais, j'ai travaillé. Ouais. alors ça, c'était Je travaille avec les Allemands, là. super intéressant, ça. Avec la maison C'est des choses Zeiss. qui doivent Ah ouais, ça efficaces. C'était à Saint-Chamond, dans un ancien atelier de la marine, où ils faisaient les tourelles, le bateau. Un atelier. Et toi, tu es allé bosser là-bas dessus? Là-bas, parce que 2 mois. on faisait les vérins et Oui. ici. Voilà. Alors nous, on a fait les deux sortes de vérins. On a fait les vérins qui soutenaient le miroir. Le miroir, il faisait 18 mètres de diamètre, du grand télescope, au Chili. Alors les miroirs, c'est la maison Zeiss, en Allemagne, qui les a polis. Et alors on les avait rencontrés à Saint-Chamond. Alors ils sont venus voir nos vérins, bien sûr, parce que c'est pareil, hein, il fallait que ça soit pile. Et alors il y avait, sous le miroir, il y avait 40 vérins qui maintenaient le miroir en permanence, qui était géré par un ordinateur. Voilà, parce que un truc d'une telle dimension, les mouvements séismiques de la Terre et tout, là, il faut tout prendre en ligne de compte, de manière à ce qu'il soit toujours stable. Alors c'est l'ordi qui avec nos vérins que nous on avait construits, et que nous on a installé là-haut, sur le corps du... alors c'était tout un ajustage de tubes. Ben, on n'avait pas d'échelle, on grimpait dans le machin pour installer. Alors, on ne devait pas le faire, ça, aller installer les vérins. Ça c'est pareil, on ne devait pas le faire. Et puis, avec le Pierre Genex, un jour on était là-haut, nous on devait installer, parce qu'il y avait les vérins qui tenaient le miroir, et ceux qui le bloquaient. Il y avait tout autour du miroir, des petits vérins, qui bloquaient le miroir, qui étaient enrobés de caoutchouc, qui bloquaient le miroir en cas de mouvement, pour pas qu'il glisse ou... voilà. Et alors, on était allé pour ça. Et alors le mec là-haut, le chef là, le chef d'atelier qui s'occupait du montage, là, il dit, Jean-Hubert, il dit, on a de gros problèmes avec les gars qui montent les vérins que vous fabriquez, les vérins qui soutenaient le miroir. Ah bon, pourquoi? Mais parce que, comme la carcasse du télescope avait été traitée, tu vois, traitement de surface, quoi. Oui, oui. Alors, les trous taraudés de fixation des 4 vis, des vérins, ben, c'était pas très propre à l'intérieur. Alors les mecs, ils arrivaient pas à visser comme il faut, ou alors ils essayaient de rattraper le trou avec des tarots, mais à la main. Et ils y cassaient le tarot. Alors je te dis pas, quand la structure est faite, qu'il faut péter un tarot, tu as le bout, quoi. Alors ça gueulait. Bon. Alors avec le Pierre, il dit, tu viens, on va regarder ça. Et on regarde ça. On monte là-haut, hein. Putain, moi j'ai mesuré tout ça. Et il dit, Pierre, ils sont pas bons les gars, t'inquiète pas, on va aller voir le chef là. Et alors, on lui a dit, mais nous là, ben, comme ils montent de vérins, ils arrivent à monter 2 par jour. Bon. Et alors, mais il dit, le problème c'est les tarots qui cassent, quoi. Mais nous on aurait peut-être une solution. Alors ils ont fait un devis. Ils nous ont fait faire un devis. Pour voir combien que... Tu n'avais pas entendu parler de ça? Non. Et alors, ils ont fait faire un devis. Alors moi avec le Pierre, j'ai mis la monte 2. Non, on va monter 4. Et on a fait un devis, on monte 4. On faisait notre vie, notre Pierre. On nous donnait ça à Drulio et compagnie. Moitié prix que les gars qui pas tout à fait, mais pas loin. Allez, bon ben vous montez les vérins tout de suite, il faut monter tout de suite. Et allez, on monte là-haut. Alors nous, on avait amené notre visseuse des visseuses, tu vois, avec des tarots qui allaient bien ici, là. 2 minutes, les trous étaient refaits. Tu te rends compte combien qu'on montait de vérins par jour? Alors on avait gagné un pognon. Puis bon, ben, on prenait notre temps, on avait donné un devis, on l'a respecté.
Tu vois, mais on a même gagné un peu de temps. Un peu, pas mal même. Tu vois. Alors après, ben, on s'occupait à regarder ailleurs, en dehors. C'est bien, une belle expérience là aussi. Vous n'êtes pas allé au Chili? Non. Ils l'ont démonté alors. Hein? Ils l'ont démonté pour le transporter. Non, ils l'ont transporté comme ça. Ils avaient bloqué toute l'autoroute jusqu'à la Méditerranée pour le charger sur le bateau. Ouais, méga. Toute l'autoroute a été bloquée. Ouais. On était capable de faire n'importe quoi, du lit d'hôpital, en passant par le bloc opératoire, on était capable de faire n'importe quoi. Dès l'instant où tu fais des pièces pour des sous-marins, des avions de haute technologie comme il y a eu, on peut faire n'importe quoi. Et à la Manu, eh bien, on pouvait très bien, il y a quand même eu des expériences sur les véhicules de pompiers. Amphibie, ben, c'était fait à Rouen. Pourquoi ça ne s'est pas développé? Parce qu'il y a eu une volonté d'abandonner un secteur entier industriel. C'est ça qu'il y a eu, la volonté d'abandonner ce secteur industriel pour laisser la place aux Allemands et à des compétences autres. Et c'est vrai que moi, je me disais, parce que en ayant bougé un peu comme ça, nous, on était un établissement public. Public, d'État, l'établissement technique de Bourges, le périmètre, là, les installations, on était tous ouvriers d'État. Eh bien, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait que des clients, pratiquement, que des clients privés. On avait Manurin, on avait tous les mecs qui faisaient l'armement privé, venaient tester chez nous. On travaillait de concert avec nous, avec eux. On appelait ça les enceintes climatiques. On avait une installation, le TBS, c'était la plus moderne d'Europe. C'est-à-dire qu'on était capable, à l'époque, là-bas, en 79, avant, en 80, ouais, on était capable de reproduire toutes les conditions climatiques qu'il y avait sur le globe. On passait du pôle Nord, aux tempêtes sahariennes, on passait aux ouragans, on était en capacité de reproduire tous les événements climatiques de la planète. Il y avait Renaud Formulin qui venait, à l'époque, faire des essais dans ces enceintes-là. Eh bien, pourquoi? Il y avait bien un travail, là, de conjoint avec... Il n'y avait avec... pas de concurrence avec le privé, parce que non. Souvent, ce qu'on dit, c'est que l'État, à un moment donné, a dit, ben non, le public ne veut pas être concurrent du privé. Mais là, tu nous dis le contraire, qu'il pouvait y avoir... Bien sûr. Et nous au quotidien. Et c'est pour ça que moi, quand ma hiérarchie me disait, il faut surtout pas, parce qu'à l'époque, ça coûtait l'équivalent une matinée, une journée de travail, ça coûtait à peu près l'équivalent de 30 000 €. Rien qu'en prêt d'installation, les personnels, tu vois, électroniciens, machin et tout. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, nous, on était obligés d'être performants, quoi. Si tu laisses 4 jours le client en disant, ben, il va ailleurs, hein, il va en Allemagne, il va je sais pas où, mais il va aller ailleurs, tu vois. Et donc, c'est ça. Partant de là, moi, je me dis que si politiquement, parce que le problème, c'est que on a malheureusement, encore une fois, dans nos pays, on a toujours attendu après l'homme providentiel, toujours. Et on a toujours eu, depuis malheureusement combien de temps? On a eu le président Queuille, on a eu Chirac, on a eu Hollande, tu vois, et on attend toujours après cet homme providentiel. Et donc voilà, Chirac et Hollande mutuellement ont sauvé 250 emplois, mais enfin ils ont sauvé, ils ont permis aux gens d'attendre la retraite parce qu'il n'y a pas de création de poste, il n'y a pratiquement pas de... Voilà. Et moi, quand je vois maintenant que c'est une profession qui est complètement démantelée,
mécanicien général, mécanique générale, il n'y en a plus de formés. Et qu'actuellement, il y a un boom énorme, les gens ne savent plus où donner de la tête, ils n'arrivent pas à trouver de personnel qualifié, et ils les payent, mais ils les payent nettement plus que ce que nous, on pourrait gagner à la manu. Hein. Donc, ça veut dire quelque part que il y a quelque chose de dramatique, quoi. Il y a quelque chose de dramatique. On ait perdu autour de 1000 emplois industriels à Tulle, et qu'il n'y ait pas eu des petites structures de 50 à 70 personnes qui naissent à droite et à gauche, des gens qui étaient dans l'encadrement, qui n'ont même pas perçu que tout leur était donné. Tout leur était donné. Les machines sont parties à la ferraille. Le gars qui créait sa petite activité, il avait toutes les machines de la manu. Et il y a personne qui a pu profiter. Non, mais on se dit, mais quelle misère, quoi. Et c'est là où je suis triste, parce que ce problème-là, c'est qu'on n'incite pas les gens à la prise de risque, tu vois. Il n'y a pas d'initiative.